Eh bien, je vais donc donner la parole à présent aux anciens directeurs historiques, je dirais, du CHCSC. Et au moment de le faire, alors, vous aurez remarqué que Pascal Horry est absent, puisque le jeudi, c'est jour d'académie. Donc, il ne pouvait pas être parmi nous. Oui, c'est bien dommage, on le regrette beaucoup. Mais, je vous rassure, il m'a envoyé hier un texte que je vais lire. Et je lui ai dit que j'étais capable d'avoir un débit à peu près aussi rapide que lui, donc ça devrait passer. Puis, nous entendrons Jean-Yves Mollier, puis Christian Delporte, qui n'est pas là non plus, mais qui nous a envoyé un enregistrement audio que nous passerons. Et enfin, Jean-Claude Dion, mais tout ceci en plusieurs temps, puisque j'ai envoyé il y a quelques semaines à ces messieurs des questions auxquelles je leur ai demandé de se préparer à me répondre. Donc il y aura 3 questions, parce que je ne sais pas faire autre chose que 3. Bon. Et avant d'évoquer la première question et de lire donc le texte de Pascal Horry, je voulais vous dire à quel point il est frappant quand on se penche un peu sur l'histoire de ce laboratoire, histoire qu'il faudra faire un jour d'une manière scientifique, hein, bien entendu. Il est frappant de constater à quel point les personnes comptent, hein, la force des individus, des personnalités, à quel point ça compte dans les orientations d'un laboratoire, qui certes fonctionne de manière collective, on l'a assez dit, répété, on a aussi évoqué les difficultés du collectif, hein, mais qui doit à la force des individualités, des personnalités, beaucoup de ses orientations, de ses inflexions, de ses choix, de ses perspectives aussi. Alors, première question donc, que j'ai posée, elle concernait la situation du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines quand vous avez pris vos fonctions. Donc, Pascal Horry, comme vous le savez, est le créateur de ce centre. Et voici ce que, pour répondre à cette question, il m'a écrit. Enfin, il a écrit pour vous, hein. L'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines fut créée à partir de celle de Nanterre, dont elle fut en quelque sorte la fille, ce que je rappelais ce matin, hein, au sens cistercien du terme. Je fus donc élue en 1991 par mes collègues de Nanterre, devenant ainsi le premier professeur rattaché au futur département d'histoire de cette université. C'était une situation rare et d'autant plus exaltante que le gouvernement de l'époque, dirigé par Michel Rocard et dont le ministre de l'Éducation était Lionel Jospin, avait fait voter un ambitieux programme d'investissement dénommé Université 2000. Donc nous sommes dans une Université 2000. Au-delà de la formule publicitaire, notons d'emblée que l'UVSQ était ainsi programmée pour devenir une université modèle du XXIe siècle, à chacune et à chacun de considérer à cette lumière son bilan un tiers de siècle plus tard. En 1991, ramené à mon cas particulier, c'est toujours Pascal Horry qui parle, hein, cette ambition signifiait que j'allais disposer des moyens nécessaires à la création d'une bonne quinzaine de postes d'enseignants, ça fait rêver, en l'espace d'une demi-douzaine d'années. Jamais dans ce pays on n'avait connu une conjoncture aussi favorable, jamais au reste on ne l'a connue depuis. J'avais donc carte blanche et la décision fut vite prise. Et là, suspense, nous passons à Jean-Yves Mollier. Je vais user du privilège des anciens directeurs et donc je ne vais pas répondre exactement à la question, mais plutôt faire l'historique. Parce que comme en 1991, mais évidemment c'est une légende qui ne résiste pas à l'examen, car l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, de facto et non pas de jure, existe depuis la rentrée 1985. Elle n'est pas la fille de l'université de Nanterre uniquement, elle est à la fois, pour la partie saint-quentinoise, la fille de Nanterre, j'étais à l'époque à Nanterre avec Pascal Horry, mais elle était en même temps la fille, pour les scientifiques, de l'université d'Orsay. Et donc, voilà un peu pourquoi Versailles a recueilli en quelque sorte les sciences dures, et puis nous ici, les sciences non dures. Je n'ai pas dit molles, bien entendu. Alors, entre 1985 et 1988, il n'y avait pas d'enseignement d'histoire, mais j'ai été élu, moi, à l'université de Nanterre pour enseigner et pour créer le département d'histoire de l'UVSQ en septembre 1988, 3 ans avant que Pascal ne soit élu.
En 1988, il n'y avait pas de département d'histoire, et donc j'enseignais l'histoire en AES et également en sciences politiques. Au bout de 3 ans, il y a eu la décision au niveau du ministère d'ouvrir effectivement un département d'histoire. Et Pascal a été élu, il a été élu professeur en même temps que Marianne Mattard était élue maîtresse de conférence. Elle est aujourd'hui professeure à Paris 8. Avec Pascal Horry, qui a obtenu effectivement d'Antoine Pro, qui était le conseiller de Michel Rocard, là vous voyez, je fais de l'histoire concrète et non pas de l'histoire officielle. Il a obtenu immédiatement les fonds et puis surtout la reconnaissance pour une jeune équipe, c'est-à-dire des fonds qui nous permettaient à la fois de démarrer un département avec des étudiants de première année et en même temps d'avoir déjà un laboratoire correspondant au DEA et au doctorat. Alors, parce que là aussi, il faut expliquer. Pascal et moi, à Nanterre, nous avions un certain nombre d'étudiants qui nous suivaient en maîtrise. À Nanterre, c'est une université que l'on peut croire révolutionnaire à cause de mai juin 68, mais elle était d'un traditionnalisme extraordinaire. Seuls les professeurs pouvaient encadrer les mémoires de maîtrise et les mémoires de DEA, et les maîtres de conférences comme moi, qui étaient déjà docteurs d'État, n'avions le droit d'encadrer les étudiants en maîtrise ou en DEA qu'accompagnés par un professeur, ce que nous acceptions bien volontiers, car nos professeurs étaient des historiens compétents, et par conséquent, ça ne posait aucun problème de contact entre eux. Mais Pascal Horry et moi avons donc ouvert à la fois la première année d'histoire de Doug, le Doug 1, en septembre 1991, et en même temps la maîtrise. L'année suivante, Doug 2 et le DEA. Ce qui fait qu'au bout de 3 ans, nous avions non pas simplement le cycle de licence complet, mais la totalité. Je reviens un instant sur le Centre d'histoire culturelle. Il est donc né comme une jeune équipe, mais ce n'était pas le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Car en septembre 1992, Chantal Grel et moi avons été élus comme professeurs. Elle, en histoire moderne, elle venait du CNRS. Moi, j'étais déjà dans la place comme maître de conférence et je demeurais bien sûr en histoire contemporaine. Du coup, Chantal Grel a voulu négocier, disons, auprès du ministère pour que la jeune équipe, qui est donc née en 92, soit à la fois en histoire moderne et contemporaine. Donc pendant 1 an, il y a eu ce qui n'existe plus dans l'histoire officielle, c'est normal. Il n'y a pas qu'en Union soviétique qu'on enlevait de la photo les gens dont on ne voulait pas qu'on parle. Nous aussi, on est capable d'enlever de nos photos à nous les collègues très sympathiques au demeurant, mais qui, à un moment, ont voulu créer une sorte d'hybride, un monstre, à la fois histoire moderne et contemporaine. Bref, ce n'est donc qu'à la rentrée 1993 que le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, donc uniquement composé de contemporanéistes, a ouvert ses portes. Et la particularité que je voudrais souligner, c'est le fait que, créé par des historiens, il n'a jamais voulu être la propriété des historiens. Pascal et moi avons toujours essayé de faire en sorte que les autres disciplines se sentent parfaitement à l'aise. Et donc, nous avons essayé de faire venir tous ceux qui travaillaient dans ce que nous appelions l'histoire culturelle, mais au sens le plus large, le plus extensif du terme, des littéraires, des musicologues, des spécialistes des arts du spectacle, etc., etc. Notre ambition, c'était que des collègues enseignant dans n'importe quelle université du territoire, car c'était possible à l'époque, les équipes recevaient du ministère leur crédit, et donc le fait qu'un enseignant de l'université d'Orléans, de Perpignan ou de Brest soit membre du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines ne posait aucun problème. Autrement dit, c'est la logique inverse de celle d'aujourd'hui, où on a décrété que dans une université, on ouvre la boîte, on les met tous ensemble et ils travaillent tous dans le même domaine. Ensuite, on secoue comme avec un shaker et on espère que le cocktail donnera des résultats. Bon, il peut en donner, mais il peut aussi ne pas en donner. C'est absolument absurde, pour ne pas dire imbécile au sens clinique du terme, de prétendre faire travailler dans le même domaine 1 millier d'enseignants réunis dans une université. Mais ce sont les logiques ministérielles. Je voudrais ajouter aussi, pour faire revivre, au fond, les collègues qui nous ont accompagnés, évoquer donc ceux qui sont arrivés. Le premier, après Marianne Mattard, la première, ensuite Antoine Debec, Jean-Claude qui nous a rejoints en 1995, Jean-Claude Dion,
donc pour les arts du spectacle. Antoine Debec travaillait essentiellement sur les images et le cinéma. Il était aussi historien de la Révolution, mais ce n'est pas cela qu'on nous l'avons demandé de montrer et de diriger ici. Et puis ensuite, je voudrais évoquer Loïc Vadlorge, qui travaillait dans le domaine des villes nouvelles, donc au fond avec Pascal Horry dans les politiques culturelles, mais non plus à l'échelle d'une nation ou d'un État, mais à l'échelle de collectivités territoriales. Ludovic Tournès, qui aujourd'hui est professeur à l'Université de Genève et qui a soutenu ici, sous la direction de Pascal, j'étais également dans le jury, la première thèse sur le jazz. Donc vous voyez la modernité de notre université, et je vais là encore vous donner une anecdote très révélatrice. Un collègue aujourd'hui décédé, je ne citerai pas son nom, s'était étonné parce que pendant le jury, ça devait être en 96 ou 97, le candidat, l'impétrant, Ludovic Tournès, était arrivé avec un petit ordinateur portable, alors que ce collègue déjà un peu âgé avait l'habitude de venir avec des blocs-notes ou avec des feuilles de papier. Et il m'avait dit dans le creux de l'oreille, il est quand même gonflé de venir avec un ordinateur. Et oui, ce qui vous paraît d'une banalité absolue ne l'était pas en 1996 ou 1997. Je voudrais encore évoquer, avec ces collègues que nous avons fait venir, recruter, d'autres qui ont appartenu à des équipes. Je pense à ces collègues féminines qui travaillaient dans ce que l'on appelait encore les rapports sociaux de sexe, les gender studies, qui étaient venus des États-Unis, comme vous le savez, il n'y a jamais eu de théorie du genre, il n'y a que les imbéciles ou éventuellement les hommes politiques, parfois d'ailleurs les deux catégories se fondent en une seule, qui peuvent parler de théorie du genre, il n'y en a jamais eu, nulle part. En revanche, des études, des gender studies, effectivement, des études de rapports sociaux de sexe, oui, elles étaient très dynamiques. Alors, sont venues autour d'Odile Krakovitch, que nous avions recruté comme professeur associé, et je veux en parler. Pourquoi ? Parce que Odile Krakovitch était conservatrice du corps des conservateurs d'archives et de bibliothèques. Elle était aux archives nationales. Nous l'avons recrutée comme professeur associé. Mais le directeur des archives nationales de l'époque, Jean Favier, je cite son nom, à tout seigneur, tout honneur, Jean Favier, qui avait autorisé sa propre femme, qui était également conservatrice aux archives nationales, à être professeur associé à la Sorbonne, a refusé à Odile Krakovitch l'autorisation réglementaire en tant que chef de service. Donc, Odile Krakovitch n'a pas pu accepter le poste. Nous avons essayé de remuer ciel et terre. Le gouvernement de l'époque avait beau être socialiste, s'attaquer au directeur des archives nationales, c'était une tâche qu'il fallait laisser à de dangereux anarchistes et donc attendre la prochaine révolution qui ne vint pas. Mais ça, vous le savez. Je voulais évoquer Odile Krakovitch parce qu'à travers elle, c'était au fond toutes celles qui avaient travaillé avec Michel Perrault. Michel Perrault n'a jamais appartenu à l'UVSQ, elle était à Paris 7, mais elle a encouragé un certain nombre de ses disciples à travailler dans ce domaine-là. Avec eux, je voudrais également citer Christian Delage, qui dirigeait les études de cinéma. Bien sûr, Christian Delporte pour la presse, mais je n'en dirai rien. À l'époque, il était maître de conférence à l'Université de Tours, avant que nous ne le recrutions. En 1998, Jean-Claude parlera évidemment des arts du spectacle. Un dernier mot sur les relations internationales, car c'était également un des domaines importants et nous l'avons développé avec notamment des contrats et puis des colloques, des journées d'études avec le Brésil et avec un certain nombre de pays, y compris la Chine. Dès 1996, l'UVSQ envoyait à Pékin une première délégation, 4 professeurs, j'en étais, Diana Cooper-Richet en faisait partie, pour travailler avec l'Institut d'histoire mondiale. Car à la chinoise, il y avait un institut d'histoire mondiale, un spécialiste par pays. Celle qui nous recevait, qui parlait un français admirable, eh bien, était la spécialiste de la Suisse. Il y avait un spécialiste de la Belgique. Pour les États-Unis ou d'autres pays, il y avait plusieurs spécialistes. C'était donc tout à fait extraordinaire pour nous de découvrir cet Institut d'histoire mondiale qui avait souffert terriblement après la révolution culturelle. Pendant 25 ans, ses collections de revues s'étaient interrompues et il nous appelait à l'aide, en quelque sorte, pour reconstituer les fonds. Voilà, j'ai été un peu long, mais je voulais faire cette présentation avant de te redonner la parole. Au fond, qu'est-ce qui fait l'originalité
du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Au-delà de la conjoncture qui explique sa naissance, son ancrage, son développement, c'est cette volonté de ne pas enfermer l'histoire culturelle dans une vision qui en aurait fait une dépendance des départements d'histoire. Ça a été une volonté absolue. Au fond, tous ceux qui travaillent dans l'histoire culturelle en sont copropriétaires. Qu'ils soient juristes, qu'ils soient sociologues, qu'ils soient littéraires, qu'ils soient musicologues, peu importe. Ce qui importe, c'est la volonté de travailler avec d'autres pour essayer d'apporter dans cette histoire des représentations, on ne dit plus histoire des mentalités comme on l'avait fait dans les années 30 ou jusqu'aux années 60, dans cette histoire des représentations, eh bien, cette volonté d'apporter un éclairage nouveau qui ne nie en aucun cas l'importance de l'histoire économique, de l'histoire politique, de l'histoire religieuse, de toutes les autres subdivisions de l'histoire, mais qui essaie de proposer un autre regard, en m'excusant d'avoir été un peu long. Merci Jean-Yves. On va écouter maintenant Christian Delporte donc pour sa réponse. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous dire que je suis désolé de ne pouvoir être parmi vous, mais je ne doute pas que nous aurons l'occasion de nous rencontrer dans l'avenir. C'est donc par ce co-enregistrement audio que je vous accompagne aujourd'hui. Et pour ne pas être trop long, je me contenterai de répondre aux 3 questions qu'un Claude m'a transmises. Quand je suis devenu le directeur, je réalise avec effroi que c'était il y a plus de 16 ans, le centre disposait d'une belle réputation dans le monde des historiens du contemporain. C'était là qu'on faisait de l'histoire culturelle. Et de fait, il n'existait aucun autre laboratoire avec pour mission unique le développement de l'histoire culturelle. Mais ce qui étonnait aussi, c'était le foisonnement des activités avec chaque année un nombre considérable de colloques, de journées d'études ou de séminaires. Beaucoup de collègues extérieurs à notre université m'interrogeaient, mi-admiratifs, mi-goguenards, mais comment arrivez-vous à faire tout cela ? Eh bien, on y parvenait d'abord grâce au dynamisme de l'équipe, ensuite grâce au soutien des autorités locales et d'abord de la ville nouvelle, essentielle pour nous, mais aussi parce que nos événements étaient le plus souvent organisés en collaboration avec des laboratoires français ou étrangers, un choix stratégique qui nous a permis à la fois d'accroître notre visibilité et de consolider notre réseau de relations scientifiques. Je ne m'en cache pas, mon objectif en prenant la direction du centre était de le faire reconnaître comme un laboratoire d'excellence, pour reprendre le langage de notre ministère de tutelle. Il ne s'agissait pas de tout chambouler, mais de rendre plus clair aux yeux des autorités ce qui était déjà limpide pour nous et pour la communauté des historiens, par exemple en affermissant les axes de recherche, en valorisant nos points forts et en hiérarchisant nos priorités, en développant des projets transversaux et collaboratifs, en répondant aux appels d'offres, en intégrant davantage nos doctorants, en démontrant aussi que notre pluridisciplinarité fondait notre identité, etc., etc. Finalement, grâce à l'effort collectif, le CHCSC a été évalué par l'ARS en A+, devenant l'un des 4 laboratoires de l'université dans cette situation, ce qui a brusquement attiré l'attention sur les historiens, d'autant que le laboratoire voisin, l'ESR, faisait partie des 4. Ça n'a pas été sans conséquence, parce que je crois que sans cette reconnaissance, l'Institut d'études culturelles, devenu plus tard l'IECI, n'aurait sans doute pas vu le jour, ce qui, à l'heure de Paris-Saclay, s'est avéré fondamental pour faire admettre les humanités comme un pôle essentiel de la nouvelle université qui se construit aujourd'hui. Je passe la parole maintenant à Jean-Claude Dion. Merci Anne-Claude. Ça fait très plaisir d'entendre la voix de Christian et je regrette vraiment qu'il ne soit pas avec nous. Pour répondre à cette question, la situation du centre au moment où j'en ai pris la direction, je rappelle juste que j'ai été directeur donc, de 2014 à 2020. Mais depuis 2006, j'étais aux côtés de Christian comme directeur adjoint. Donc en fait, ça fait 14 ans à la direction du CHCSC, donc 2 septennats. Donc voilà, record de longévité
sans doute. Et d'ailleurs, ça me permet de saluer aussi le rôle des directrices adjointes, puisqu'en fait, j'ai eu des directrices adjointes, Caroline Moine, Anaïs Fléchet, Aurélie Barjonnet. D'ailleurs, j'ai eu l'idée d'avoir 2 directrices. Je suis très fier de cette idée, et parce que je vois que le modèle est resté, et je pense que ça fait un trio qui fonctionne bien. Alors, la situation du labo en 2014, elle était bonne, et en fait, en prenant la direction, déjà, je ne voulais pas forcément être directeur, je ne me rasais pas le matin en pensant à ça. C'est les circonstances qui ont fait. Et donc, j'ai mis mes pas dans ceux de Pascal, de Jean-Yves et de Christian. Et notamment, j'ai eu à gérer un événement qui avait eu lieu en 2013, qui était la fusion avec Sud d'Amérique. Et je salue Jacques Potier qui est face à moi et qui, je pense, a été un vrai enrichissement et une étape importante dans l'histoire du laboratoire. Et... Si j'évoque ça, c'est parce que cette fusion me permet d'insister sur un élément qui peut-être d'ailleurs l'aspect de ma direction dont je suis le plus fier, à savoir, je pense vraiment, là je m'envoyais un compliment, donc pardon, avoir renforcé cette interdisciplinarité dont Jean-Yves, tu as rappelé à quel point elle était fondamentale. L'histoire culturelle n'était pas le précaré des historiens. Et donc, ça a été le cas de tout le temps, mais notamment, ça s'est renforcé. Enfin, j'ai cherché à renforcer ça. Dans le rapport de l'AERS de 2014, on pointait un risque d'émiettement du fait de ce foisonnement dont parlait à l'instant Christian. Le rapport, d'ailleurs, citait aussi, j'ai noté l'expression, que nous devions préférer l'assimilation à la greffe. Retenez ça. Et je pense qu'on est parvenu à ça assez bien, et ça se voit en fait à travers les projets qu'on a évoqués aujourd'hui et qui seront encore évoqués demain. Bien sûr, Transatlantique Culture, dont au départ l'idée, c'est Christian qui l'a eu. Je me rappelle, on est allé dans son bureau à Versailles et il y avait cette idée au départ un dictionnaire d'histoire culturelle transatlantique, un peu à la suite du dictionnaire d'histoire culturelle de la France contemporaine. Le réseau Métis, dont Caroline parlera demain avec Emmanuel Paco et avec Carlotta Sorba. Le projet Fidelio aussi, qui a été une sorte d'arrimage des musicologues à nous et qui est quelque chose de merveilleux avec, là encore, Caroline, Philippe et Patrice Weid, qui dirigeaient à l'époque le centre Marc Bloch à Berlin. Ou encore, et j'en termine, la réorganisation des axes qu'on a fait à l'automne 2017 et qui allait dans le sens de cette interdisciplinarité. D'ailleurs, je pense que les axes n'ont pas changé depuis. Et puis aussi, et je termine par là, un dossier que j'ai porté depuis le début presque de mon mandat jusqu'à la fin, qui est cette idée, ça a été très long à faire, du rattachement des musicologues du RASM, qui sont devenus donc le RASM CHCSC, et le concert qu'on vient d'entendre vous a montré à quel point c'est un enrichissement pour nous, et à côté de cet enrichissement artistique, il y a tout l'enrichissement scientifique, et ça, je pense que c'est assez formidable quand même que notre labo ait pu aller chercher des chercheurs dans une autre université, que la présidence de cette université accepte que ce potentiel de recherche soit dévolu à l'UVSQ. Et une des dernières choses que j'ai fait comme directeur, c'était en septembre 2020, c'était d'aller à Évry, parce que c'était une histoire qui traînait. Finalement, ça a mis encore pas mal de temps pour aboutir, mais c'est une belle chose. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc la deuxième question que j'ai posée au directeur du laboratoire était où en était l'histoire culturelle en général au moment de votre arrivée ? Vaste question, donc vous pardonnerez à Pascal Horry d'avoir répondu un peu longuement, mais il me semble que ça vaut quand même la peine de l'entendre. Donc, vous vous souvenez qu'on en était resté à... La décision fut vite prise, en ce qui concernait la carte blanche qui lui avait été donnée pour cette université. Depuis les années 1970, j'avais placé mon travail sous l'égide d'un projet nouveau dénommé « Histoire culturelle ». Testée par Georges Duby au lendemain de mai 68, la formule commença à prendre figure de plan d'études et de recherche au sein de l'université de Nanterre. Dès le milieu des années 70, je présentais ce plan au sein des séminaires du département d'histoire, dominé alors par la forte personnalité de René Raymond. Les premiers ouvrages commencèrent à paraître au cours de la décennie suivante, mais il manquait à cette dynamique un lieu d'identification sur les deux terrains de l'enseignement universitaire et de la recherche. Ce double lieu se situa à l'UVSQ. Le plan d'enseignement s'organisa autour d'un DEA qui fut donc lancé alors même que les échelons qui y conduisaient
de bac 0 à bac plus 5 n'étaient pas encore tous mis en place au sein de l'université. Dans la foulée, l'audace consista à nouer un contact permanent, et en particulier un DEA commun, formule inédite, entre deux établissements apparentés géographiquement et intellectuellement, mais que les cloisonnements disciplinaires avaient pu laisser structurellement éloignés l'un de l'autre, l'UVSQ et l'école d'architecture de Versailles, tu en as parlé tout à l'heure, je crois, caractérisés par un rapport spécifique à l'histoire. Le lieu de la recherche, lui, aurait pu, pour être mis en place, attendre là aussi un certain temps. Je jugeais au contraire qu'il était urgent de ne pas attendre. Le centre de recherche naquit de cette impatience-là, qui permit d'installer dès ses toutes premières années d'existence un ensemble cohérent de séminaires de recherche, confiés du coup, pour plusieurs d'entre eux, à des enseignants-chercheurs extérieurs à l'UVSQ. Leurs objets furent souvent pionniers. J'ai par exemple le souvenir d'un séminaire ouvert en 1995, ayant pour objet, bien avant que cette problématique ne soit à l'agenda des universités et du CNRS, l'analyse des rapports sociaux de sexe dans le champ culturel. Sauf que là, le nom que retient Pascal Ory, c'est Geneviève Sellier. Oui, bien sûr, mais c'est amusant de voir que ce qui vous vient à l'esprit, ce n'est pas exactement la même chose. Et d'un autre séminaire, donc, qui proposait pour la première fois une lecture culturaliste de l'histoire de la photographie avec Françoise de Noyelles. À la fin de la décennie 1990, quand une association pour le développement de l'histoire culturelle, ADHC, dont un certain nombre de représentants sont ici aujourd'hui, put se mettre en place, dont le noyau central et initial était clairement constitué d'enseignants et de chercheurs du centre, le processus de diffusion des problématiques culturalistes franchit un pas important, dont témoigne aujourd'hui le dynamisme de la revue d'histoire culturelle que nous saluons. Reste que le soubassement de cet édifice, le vivier humain qui allait permettre l'implantation durable, se situait bel et bien à l'université, à l'occasion, soyons clairs, du recrutement des enseignants sur des postes. On croit rêver, créer pour l'occasion. Certains conseillers en stratégie me chuchotaient à l'oreille que le plus habile était de ne recruter dans un premier temps que des maîtres de conférences, ce qui me réassurait un pouvoir absolu sur les programmes et les stratégies de tout le département d'histoire de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Je n'en fis rien et passai immédiatement au recrutement des 3 professeurs d'histoire antique, médiévale et moderne, à charge pour elles et eux d'y enraciner à doses variables les questionnements culturalistes. La possibilité qui m'était donnée de pouvoir cependant faire créer sans plus attendre une seconde chaire d'histoire contemporaine fut justifiée auprès du ministère précisément par le lancement du programme d'histoire culturelle que je défendis d'autre part auprès du premier président de cette université, le très dynamique Michel Garnier, au nom de l'idée simple de la nécessité de donner une identité scientifique à l'échelle nationale au département d'histoire de l'UVSQ. Une fois cette identification obtenue, restait le plus délicat, le recrutement du second professeur titulaire, j'eus la joie de voir le meilleur spécialiste français de l'histoire de l'édition venir renforcer notre équipe et en asseoir définitivement la visibilité, en même temps que la cohérence intellectuelle. Vous aurez reconnu naturellement Jean-Yves Mollier. Quand en 1998, après 7 années d'une direction au fond très heureuse, je fus élue à l'Université Paris 1, je sentis nettement chez certains de mes collègues de l'UVSQ une inquiétude. Allais-je partir à la Sorbonne en emportant le centre d'histoire culturelle sur mon dos ? J'eus tôt fait de les rassurer. Je n'avais aucunement l'intention de déshabiller Paul pour mieux habiller Pierre. Aujourd'hui, avec le recul, je suis très fière du bilan de notre centre. Permettez-moi d'utiliser ici le pronom possessif. Anne-Claude est bien placée pour savoir que j'ai été très content, j'irai jusqu'à dire heureux, de l'avoir élue à l'UVSQ et de la retrouver aujourd'hui à la tête du centre. Dans cette galerie de portraits, Pascal a raison évidemment d'évoquer Geneviève Sellier, mais elle était en poste à Caen et donc elle nous aidait dans l'équipe, mais celle que nous avons vraiment recrutée, c'est-à-dire celle qui a été élue professeur associé, c'est vraiment Odile Krakovic. Il n'a pas tenu ni à nous ni à Odile Krakovic d'occuper le poste, c'est son directeur de l'époque, de sinistre mémoire, donc quoique ce soit un grand historien médiéviste, c'est pour cette raison que ça n'a pas été possible. Dans cette galerie de portraits, je veux réparer d'abord un oubli. Il y a Laurent Martin, que je n'ai pas cité tout à l'heure. Alors Laurent n'était pas en poste officiellement, mais tu étais là dès les toutes premières années
du fonctionnement du Centre d'histoire culturelle. Je ne me souviens plus si tu avais un poste d'AMN ou... Voilà, bon, ça va, ma mémoire fonctionne encore à peu près bien. AMN, assistant, moniteur, normalien. Mais qu'est-ce que c'est que ce jargon? Ce jeune homme, enfin, à l'époque, était à l'école normale supérieure. Aujourd'hui, c'est un homme jeune. Donc, ce jeune homme, à l'époque, était donc à l'école normale supérieure de Saint-Cloud-Fontenay. Ce n'était pas encore le NS Lettres de Lyon. Et il avait donc un contrat de... Ça devait être 3 ans à l'époque. Hein. Voilà, exactement. Donc, voilà, Laurent a travaillé avec nous pendant 5 ou 6 ans. Et donc, il était complètement intégré à l'équipe et il a participé à tout ça. Excuse-moi, Laurent, mais c'était tellement évident que tu étais là que j'ai oublié ton nom. Je vais évoquer encore un nom. On a parlé de l'école d'architecture, François Loyer, qui était directeur de recherche au CNRS, mais qui était à la direction de l'équipe de recherche de l'école d'architecture de Versailles et qui a tenu... On a organisé un montage ensemble pour que l'école d'architecture de Versailles, qui appartenait à l'époque au ministère de la Culture et non pas au ministère donc, de l'Éducation nationale et des universités, puisse s'intégrer dans notre DEA. Et donc, l'école d'architecture est devenue un élément important de notre DEA. Pour compléter ce qu'a dit Pascal, là, il a oublié une toute petite chose. Au départ, le DEA, on l'a obtenu en partenariat avec l'Université de Rouen. Parce que dans l'esprit des technocrates du ministère, Rouen, Saint-Quentin-en-Yvelines, bon, c'était le Grand Ouest, hein, donc c'était d'une évidence que les étudiants avaient... Le Far West. Oui, le Far West, avaient tous des voitures et pouvaient se déplacer. Alors, on a organisé quelques séminaires, vous imaginez bien que ce n'était pas très simple d'organiser les séminaires ou à Saint-Quentin-en-Yvelines ou à Rouen. Au bout de 3 ou 4 ans, mais ça a quand même duré 3 ou 4 ans, on a obtenu le DEA donc, à part entière. Tout ça... lisez à travers ce que je dis, les luttes sordides de pouvoir dans les couloirs du ministère, les uns voulant s'emparer d'une partie du gâteau, les autres le protégeant, qui étaient ces aventuriers de l'histoire culturelle, qui étaient ces espèces de frères Dalton qui ne s'inscrivaient pas dans les cases naturelles de l'histoire économique, l'histoire politique, l'histoire religieuse, enfin, l'histoire savante, hein, l'histoire telle que les vrais historiens la faisaient. Ça m'amène justement à répondre à la question très importante que tu poses. Où en était l'histoire culturelle? Alors Pascal a évoqué quelques noms. Je voudrais revenir sur le fait qu'au fond, et nous avons une dette très importante envers Pascal Horry, parce que, et là, vous voyez bien l'avantage qu'on a eu de travailler ensemble à Nanterre. Il était assistant, parce qu'à l'époque, on pouvait choisir... Moi, j'étais devenu maître de conférence après avoir passé le doctorat d'État, mais Pascal, lui, avait été recruté antérieurement comme assistant et il faisait sa thèse d'État en ayant gardé ce statut. Mais comme on travaillait ensemble, évidemment, on avait un certain nombre de projets. Alors, l'histoire culturelle, au fond, je dirais, en 1990, 1 an avant hein, qu'il soit nommé ici, c'était essentiellement Roger Chartier et Alain Corbin. Roger Chartier, évidemment, historien moderniste, mais dans le domaine de l'histoire du livre et un peu moins de l'édition, dans le domaine de l'histoire de la lecture. Et puis Alain Corbin à qui nous devons énormément. Et d'ailleurs, Pascal Horry et Alain Corbin avaient signé dans la revue d'histoire moderne et contemporaine, peut-être Laurent peut me dire en quelle année, quel numéro, l'article commun, mais qui est fondamental. Hein, vous le retrouverez facilement sur Cairn, un article qui est co-signé Pascal Horry et Alain Corbin pour expliquer au fond quel est ce regard nouveau. Et j'y ajoute un autre article aussi important de Roger Chartier, l'histoire des représentations, où il joue sur évidemment le maître-livre de Schopenhauer, mais dans un sens qui n'a plus rien à voir avec la métaphysique de Schopenhauer. Ces articles sont vraiment fondateurs, ils sont matriciels et nous nous sommes inscrits au fond dans ce courant. Donc l'histoire culturelle, je dirais qu'en 1991, quand Pascal devient professeur ici, et que je deviens 1 an plus tard directeur adjoint du centre qu'il dirige, moi j'ai pris la direction en 1998 quand il est parti à Paris 1, au fond, elle commençait à être reconnue. Alain Corbin était considéré déjà comme un grand historien. Roger Chartier
à l'école des hautes études en sciences sociales, était lui aussi considéré comme un historien sérieux. Avec Daniel Roche et puis avec Henri-Jean Martin, ils avaient publié l'histoire de l'édition française en 4 volumes, de 80 à 86. Donc il y avait une reconnaissance internationale. Mais au niveau, je dirais, des départements d'histoire, la reconnaissance était loin d'être acquise. Pascal a raison de dire qu'on nous considérait parfois à la fois comme des concurrents. Et donc, il y avait effectivement des rapports de force. Car là, au fond, pourquoi est-ce que Nanterre nous a laissé partir avec nos étudiants de maîtrise? Mais tout simplement parce que les professeurs plus âgés ne voulaient plus qu'on soit là. Parce qu'ils ne supportaient plus de voir les étudiants venir s'inscrire avec nous, certes, sous le parrainage d'un ancien, mais ils savaient bien. Donc, au fond, ils nous ont rendu, sans le savoir, un service énorme à la rentrée 92 en disant « Il n'est plus question que vous dirigiez des mémoires de maîtrise à Nanterre. » Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons réuni les étudiants, nous leur avons dit « Nous vous laissons la liberté totale, soit vous voulez continuer à être inscrit à Nanterre, soit vous partez à Saint-Quentin-en-Yvelines. » 99 sur 100 sont venus à Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà pourquoi, à la rentrée 92, paradoxe, on ouvre donc la 2e année du cursus d'histoire, mais en même temps la maîtrise. Et 93, la licence et le DEA, et on a la panoplie complète. Donc, pour en terminer sur cette 2e question, l'histoire culturelle, je dirais qu'elle était en voie d'obtenir sa reconnaissance complète. Mais c'est intéressant ce qu'a dit Pascal aussi sur le fait qu'il n'était pas question pour lui d'emmener l'histoire culturelle. Mais j'allais le dire, et il serait d'accord avec moi, l'eût-il voulu que Paris 1 ne l'eût pas accepté? Car à Paris 1, Pascal a été recruté pour enseigner l'histoire des fascismes. Donc, une histoire politique dans des cases traditionnelles. Avec Pascal, l'histoire des fascismes n'a pas été traditionnelle. Mais la case, elle l'était. Paris 1 ne lui a pas fait immédiatement une place dans le domaine de l'histoire culturelle. C'est après, et avec la complicité ensuite de Dominique Khalifa, qu'à eux deux, ils ont évidemment ouvert complètement l'histoire culturelle à Paris 1. Mais Pascal travaillait dans le centre Mahler, centre d'histoire sociale de Mahler. Donc vous voyez, l'histoire culturelle, et c'est intéressant, et je vais m'arrêter là, d'une certaine manière, l'institution l'avait acceptée, mais dans un territoire excentré, dans le Far West, dans cette ville nouvelle qui était encore en construction, ou dont les bâtiments n'étaient pas sortis de terre. Je termine car je suis un peu long, mais j'ajoute des détails absolument historiques. Où avons-nous commencé en 85? Dans une école primaire, parce que le bâtiment Leclerc n'existait pas. La mairie nous a donné une école primaire, alors seulement ils ont eu la gentillesse de mettre des bureaux adaptés à la taille des étudiants. Parce que quand même, avec les bureaux des petits du cours élémentaire première année, ça aurait posé quelques problèmes. Mais voilà, nous étions le front pionnier au sens géographique, oui, des universités de Nanterre et d'Orsay. Merci Jean-Yves. Je vais juste me permettre de dire que j'étais au séminaire de Nanterre et que, en effet, il y avait en face de nous, pour mon DEA, et il y avait en face de nous une brochette de célébrités très impressionnante. Et quand j'ai vu Pascal Horry, je me suis dit « Oh, lui, il a l'air tellement vivant, je vais m'inscrire avec lui. » Et je ne savais pas du tout sur quel sujet, la question n'était pas là. C'était, voilà, là, il y a quelque chose, et je pense quelque chose parce qu'il incarnait cette nouveauté qui était l'histoire culturelle. Et puis ensuite, je suis venue ici, au séminaire du samedi matin. Vous vous rendez compte? Et l'après-midi, j'allais à la Bibliothèque nationale. Voilà. Au milieu des années 2000, on peut dire que l'histoire culturelle, et je m'en tiens là uniquement au contemporain, était florissante. C'était d'ailleurs l'heure du bilan épistémologique et historiographique. En 2004, Pascal Horry publiait son histoire culturelle au PUF, devenue la Bible des étudiants. 2004, c'était aussi l'année où Philippe Poirier faisait paraître son livre sur les enjeux de l'histoire culturelle. En 2005 est arrivée la grande synthèse, avec les 4 tomes de l'histoire culturelle de la France. Le 4e, dû à Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli, était consacré à l'époque contemporaine. Et dans cette veine, le Centre a pris l'initiative du projet collectif de dictionnaire d'histoire culturelle de la France contemporaine, conduit en collaboration avec le Centre de Sciences Po et qui a réuni environ 200 auteurs.
Oui, l'histoire culturelle était florissante, trop peut-être. Certains dans la communauté des historiens la trouvaient même franchement envahissante. Tout le monde fait de l'histoire culturelle, m'a dit un jour un collègue d'un autre champ de l'histoire contemporaine, et j'ai bien compris alors que dans son esprit, il s'agissait pas franchement d'un compliment. C'est vrai, l'histoire culturelle pouvait paraître hégémonique, et ses contours pouvaient, eux, paraître flous. C'est bien pourquoi le livre de Pascal Horry, que j'évoquais tout à l'heure, était utile pour remettre certaines pendules à l'heure. Mais cette hégémonie, réelle ou supposée, posait aussi la question de son renouvellement. Par exemple, on manquait cruellement d'études comparatives internationales. C'est pourquoi le Centre s'est appliqué à développer cet espace de recherche et plus largement s'est résolument tourné vers l'international avec ses propres ressources et ses propres intérêts, faisant ainsi collaborer historiens et civilisationnistes dans ce beau projet de relations transatlantiques que nous avons défini à la fin de mon second mandat. Christian parlait à l'instant du renouvellement. Effectivement, moi, quand j'arrive à la direction en 2014, j'ai cherché à poursuivre ce renouvellement et un certain nombre de thématiques d'orientation qu'on a évoquées aujourd'hui, qu'on évoquera encore demain, étaient déjà là. Humanité numérique, transnationale, environnement, prise en compte des questions de genre, patrimoine, tout ça à des degrés divers. Et je l'ai vérifié en allant regarder notre dossier à ERS en 2014 était déjà présent. Alors c'est vrai qu'on a mis tout ça en pratique sous mon mandat de façon peut-être plutôt pragmatique que théorique, tâtonnante, mais enfin quand même réelle. Et mon principal travail, puisque je réponds un peu à côté de la question, mais je pense que c'est révélateur de ce que je suis, ça a été de guider le laboratoire à travers un paysage très changeant, puisque moi, quand même, la grande affaire de ma direction, ça a été la construction de l'Université Paris-Saclay, où les choses quand même étaient compliquées, même violentes quand même, parce que c'est une histoire avec beaucoup d'épisodes et un roman feuilleton qui n'a pas toujours été rose. Il y a plein de moments quand même compliqués. Par exemple, si j'évoque ce truc qui s'appelait le Sénat académique, ça dira pas grand-chose à beaucoup, mais ça existait. Et finalement, heureusement, les choses ont fini par se structurer, je dirais, à notre avantage. Et je ne saurais jamais assez remercier François Robinet pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue à faire à la Graduate School, parce que pour le laboratoire, ça a été fondamental. Je pense aussi à la création de la MSH Paris-Saclay. On a participé à cette création. Il fallait aussi que le laboratoire puisse profiter des possibilités qu'offrait la MSH, et ça a été un gros travail. Et puis, pour rendre les choses encore plus amusantes, quand je suis arrivé à la direction du labo, la fac s'est mise, enfin, il n'y a pas de relation de cause à effet, mais la fac s'est mise à avoir de très graves difficultés budgétaires, qui étaient vraiment terribles. On l'a un peu oublié, mais les collègues nous regardaient avec des figures d'enterrement, comme si, effectivement, on parlait à un grand malade. Donc, ça a été très compliqué, et je dois dire que ma fierté avec les directrices adjointes, ça a été de maintenir complètement notre agenda scientifique. On n'a rien annulé. Et comment on a fait? En travaillant sur deux leviers. D'une part, on a fait payer les autres, puisque, comme le disait très bien Christian, depuis le début, on travaille en collaboration avec des partenaires. Et comme on avait été toujours, je pense, des partenaires fiables, quand il s'agit de continuer sans apporter de l'argent, les gens nous ont fait confiance. Deuxième levier qui était beaucoup plus problématique, pendant un certain nombre de temps, on a pu payer une mission pour les enseignants. Ça a été le choix qui a été fait de maintenir les manifestations collectives, mais de supprimer les missions. Et donc, on a réussi quand même à s'en sortir par là. Et on s'en est sorti aussi parce que je dois dire que en matière de postes, alors on parlait de l'époque faste de Pascal qui avait possibilité de créer plein de postes. Je dois dire quand même que, aussi bien pour les enseignants-chercheurs que pour les BIATS, on a plutôt été bien traités par la direction de l'UVSQ, et j'espère que ça va continuer. Et ce qu'a dit ce matin le président Buy doit être repris religieusement pour appuyer des demandes de poste. Mais c'est vrai qu'on a pu quand même assez bien nous renouveler et avoir les postes dont on avait besoin. Et je voudrais vraiment insister, comme tu l'as fait, Anne-Claude, ce matin, sur les BIATS et sur l'équipe qu'on a eue. Équipe qui s'est renouvelée, donc Laura Fauché, que j'ai malheureusement peu connue, mais j'ai au moins le mérite d'avoir participé à son choix, et ça a été un choix formidable. Et puis donc avant elle, Hélène Imbert, Esther Van Rossen ou encore Chloé Fiori.
Maximilien Petit, je crois que son nom est revenu quand même très souvent dans plein de projets de recherche, mais aussi quand même dans la vie quotidienne du labo. Et pour moi aussi, une des grandes fiertés du labo, c'est sa bibliothèque, c'est ses ressources documentaires. Donc ça, c'est un point formidable. Céline Clouet avait commencé à faire des choses, et je suis très reconnaissant à Maximilien. Et puis aussi, insister beaucoup sur ce poste de chargé de valorisation, occupé jusqu'à il y a peu par Marina Imocrante. Et la première titulaire, c'était Hélène Veillard, et ensuite Aurélia Desplein, qui je crois viendra demain. Ça a été vraiment un poste absolument fondamental, le fait d'avoir ce chargé de valorisation scientifique qu'on partage avec DIPAC. Et dans le rapport HCRS de 2018, je terminerai là-dessus, on avait été établi que ce poste avait permis au laboratoire en 5 ans de recueillir 1 800 000 euros à travers les différents appels auxquels on avait répondu avec succès. Et donc, effectivement, ce chiffre en dit beaucoup plus long que de longs discours. Et c'est aussi parce qu'on a eu cet environnement et cet appui qu'on a pu continuer notre travail dans de bonnes conditions. Merci. Je voudrais juste dire un mot, parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur l'état du CHCSC quand je suis arrivée, mais juste dire que d'abord, je pense que quand j'ai pris la direction de ce laboratoire, je ne comprenais pas grand-chose à ce qui m'arrivait. Et deuxièmement, que je n'ai compris justement ce qui m'arrivait que grâce, aux directrices adjointes. Ça a commencé par être Anaïs Fléchet et puis Aurélie Barjonnet. Et puis ensuite, le relais a été pris par Caroline Moine. Mais vraiment, c'est une équipe de direction. Et c'est pour ça que c'est formidable aussi, parce que du coup, on n'a peur de rien quand on est à 3 comme ça, et quand on est secondé, aidé, soutenu par effectivement l'équipe des BIATS, dont j'ai dit ce matin tout le bien que j'en pensais. Alors maintenant, on va passer à la 3e question que j'ai posée, qui était avez-vous un regret? Avez-vous l'impression d'être passé à côté de quelque chose? Vous imaginez bien tout ce que j'attends des réponses à cette question. Et d'ailleurs, Pascale Horry répond ceci. La 3e question qu'elle nous adresse, donc elle, c'est moi, est-on l'a compris, la question qui tue. En me retournant vers cette aventure lancée il y a 30 années, ai-je un regret? Et mieux que cela, ai-je l'impression d'être passé à côté de quelque chose? D'ailleurs, c'est une question que Caroline m'a soufflée, en vrai. Donc je ne suis pas coupable. Je suis tout à fait innocente dans cette affaire. Honnêtement, donc nous dit Pascale Horry, aucun regret. Et a fortiori, aucun remords, même si, sur le long terme d'un tiers de siècle, je suis bien conscient du plafond de verre qui a pu limiter les capacités créatrices d'une université de la 3e génération par rapport aux universités de Paris-Centre, et aussi d'un département de sciences humaines et sociales par rapport aux enjeux des sciences dites bizarrement dures ou exactes. Et là, je suis frustrée. J'aurais aimé qu'il nous explique un peu plus, qu'il précise un peu ce qu'est ce plafond de verre, enfin, comment il le voit, mais il n'en dit pas plus. Non, je n'ai pas l'impression d'être, pendant ces années-là, passé à côté de quelque chose, tout simplement parce qu'il m'était impossible, à moi comme à mes collègues enseignants et chercheurs, et aux étudiantes et étudiants que nous entraînions avec nous, de passer à côté de quoi que ce soit. Nous n'avions pas le choix, nous étions dans le mouvement parce que nous étions le mouvement. Oh, c'est beau, hein? Voilà, oui, Jean-Claude dit on comprend pourquoi il est rentré à l'Académie, bien sûr. Oui, c'est une question piège, évidemment. Peut-être avant d'évoquer les regrets, évoquer nos fiertés. Ma plus grande fierté, elle réside dans le fait que de nombreux étudiants m'ont fait confiance. J'en vois quelques-uns qui sont devenus professeurs ici et qui m'ont demandé de diriger leur thèse. Ça, c'est ma plus grande fierté. Je l'avais dit quand j'ai quitté l'université, à une époque compliquée de ma vie, les étudiants et les collègues m'ont sauvé, m'ont permis de continuer à désirer exister. Je n'ai pas besoin de développer davantage. Donc la fierté, c'est en effet ces rapports que nous avons pu nouer avec des étudiants et des étudiantes pendant des années. Quand on travaille en thèse, ça dure 5, 6, 8 ans, parfois même davantage, lorsque
les chercheurs travaillent dans le privé ou dans le public ailleurs. Donc une très grande fierté d'avoir su, avec Pascal, avec Jean-Claude, avec Christian, et puis nos directrices adjointes, d'avoir su créer au fond ce bouillon de culture qui faisait que de très nombreux étudiants venaient de toutes les régions de France pour travailler avec nous, et puis ensuite de toutes les régions du monde, puisqu'on a eu énormément d'étudiants étrangers qui sont venus faire leur thèse et qui continuent à venir faire leur thèse ici. Donc une très grande fierté. Les regrets, moi j'en ai, je l'ai dit, on a échoué à créer une chaire de Gender Studies en France. Ce n'est pas de notre faute, mais naturellement, c'est un regret, ce n'est pas un remords, on n'y est pour rien, mais on n'a pas réussi. Alors que ça aurait permis certainement de donner davantage à tous ceux, mais d'abord à toutes celles qui travaillaient dans ce domaine, d'avoir une position universitaire, une position académique, et donc de pouvoir développer leurs recherches. Donc oui, un regret. J'en ai un deuxième. À un moment, j'ai créé l'Observatoire mondial de l'édition contemporaine. Nous avions une ambition démesurée. Nous voulions tenir à jour, sous la forme d'un site trilingue, en anglais, en français, en espagnol, une information permanente sur tout ce qui se passait. Bon, c'était au-delà de nos forces, dans la mesure où nous n'avions pas de budget. La première année, l'université nous avait affecté un budget, mais ensuite, il fallait qu'on essaye de trouver le financement. Donc, je dirais qu'on peut trouver des regrets dans d'autres domaines. Nous n'avons pas tout réussi ce que nous avons entrepris. Ça servirait à rien d'écrire l'histoire à la peinture rose. Donc, il y a des regrets, mais des regrets, au fond, que nous assumons. Non, je voudrais peut-être terminer par un autre regret qui concerne le centre et la direction des thèses. Parce que j'ai un immense regret, je vais vous le dire. J'ai dirigé une soixantaine de thèses, ou dirigé ou co-dirigé pendant une trentaine d'années. Et on ne parle jamais des thèses que nous avons dirigées, mais qui n'ont pas abouti. Et si j'ai un regret, vous allez comprendre pourquoi j'en parle ici. C'est parce que j'ai vu un nombre relativement important de jeunes chercheuses renoncer à leur thèse alors qu'elles étaient brillantes, soit parce qu'elles avaient un conjoint et qu'elles avaient décidé de faire des enfants et que, bien entendu, c'était à la femme de se sacrifier. Oui, là, j'ai un regret profond de ne peut-être pas avoir su leur faire comprendre qu'on essaierait de trouver des solutions pour les aider encore davantage. Mais comprenez bien qu'en même temps, en tant que directeur de thèse, on n'est pas directeur de conscience, on n'a pas à intervenir dans la gestion des problèmes familiaux. Mais là, oui, un immense regret, parce qu'on est en plein dans l'histoire de nos sociétés. Bien sûr, il y a de plus en plus de chercheuses, de plus en plus de docteurs femmes dans les universités. Mais enfin, il y a encore trop d'exemples de jeunes femmes. J'essaye de me poser la question, y a-t-il des jeunes hommes qui ont abandonné pour les mêmes raisons? Franchement, je n'en vois pas, en tout cas dans ceux que j'ai encadrés. J'ai vu des jeunes hommes renoncer à terminer une thèse, éventuellement pour des raisons matérielles, parce qu'ils avaient besoin de trouver un travail, mais pas pour les mêmes raisons. Alors, c'est mon dernier regret. Et puis, j'ai des images très précises, parce que je suis toujours en rapport avec ces jeunes femmes qui sont un peu moins jeunes aujourd'hui, qui sont mères de famille et dont je demeure persuadé qu'elles portaient en elles de très grandes thèses. Alors vous me permettrez de leur rendre un hommage anonyme. Elles sont aussi, elles, ma fierté, aussi grande que pour celles qui ont soutenu leur thèse, parce que elles avaient quelque chose en elles dont tout me montrait que ça pourrait faire. Donc voilà, oui, là sans aucun doute un regret. Merci. Oui, mais j'espère que ce n'est pas un remords, parce que c'est aussi un produit de la conjoncture. Enfin, voilà, ce que tu décris est beaucoup moins possible aujourd'hui. Enfin, du moins, je l'espère. Aucune femme ne renoncera à faire une thèse parce qu'elle veut des enfants, ou parce qu'elle a des enfants, ou parce que... si. Bon, alors, ce que je disais, c'était un souhait, mais bon, si vous me dites que bon, donc il faut effectivement les entourer, les aider, il faut se battre pour que ça n'arrive
plus, ou que ça arrive de moins en moins. Je suis toujours très optimiste en ce qui concerne l'émancipation féminine, sans doute trop. Mais c'est possible, on a droit à un an de plus. Il faut se battre aussi pour que les pères participent activement à l'éducation des enfants et qu'ils ne se reposent pas sur leur épouse et sur la mère pour ça. Bon, c'est un combat individuel et collectif et en effet, il n'est pas achevé, il n'est pas abouti, j'en suis bien convaincue. Des fonctions que j'ai occupées à l'UVSQ, j'avoue que celle de directeur du centre fut la plus passionnante grâce à une équipe toujours avide d'initiatives et de projets originaux. Ai-je cependant un regret? Les perspectives de construction de l'université Paris-Saclay, dominées par les logiques des sciences dures, ont changé la donne. Les laboratoires y sont liés aux grands organismes. J'avais approché le CNRS, mais paraît-il, nous étions trop grands et trop généralistes pour espérer un rattachement. Je crois néanmoins que cette voie est la seule qui permettra au centre d'ouvrir une nouvelle page de son histoire en se recentrant peut-être sur certaines thématiques. Tout laboratoire évolue dans ses domaines de recherche, sous la pression des problématiques naissantes et des contraintes institutionnelles. Le centre a bien changé en 30 ans. Il a toujours su inventer, innover, initier et le fera encore. Sa marque de fabrique, déposée dès 1992 avec la jeune équipe fondée par Pascal Horry, est celle de la libre expression. Les talents ont toujours pu s'y exprimer. C'est pourquoi il attire. C'est pourquoi l'histoire culturelle s'est toujours écrite avec lui et qu'il continuera longtemps, je n'en doute pas, à enrichir un domaine en perpétuel renouvellement. Je vous exprime mon amitié, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite, et là je n'en doute pas, un bon débat. Déjà, je réagis à ce que vient de dire Christian parce qu'effectivement, cet amour de la direction du laboratoire, je l'ai vraiment ressenti chez lui et il a attendu vraiment le dernier moment pour me passer le témoin alors qu'effectivement c'est lui qui était venu me solliciter et je sais que d'arrêter la direction du labo c'est quelque chose qui a dû être douloureux pour lui et quand j'ai arrêté moi aussi et Dieu sait si j'ai pesté contre la direction du labo, j'ai compris aussi que ça pouvait être tout à fait douloureux même si j'avais moi aussi une formidable personne pour me remplacer. Parce que d'ailleurs, oui, si je dis ça comme ça, c'est un compliment par rapport à Christian et moi, donc bref. Deuxième élément, pour dire quand même, j'ai 3 regrets quand même, hein, mais que pas un seul jour pendant mon mandat, je ne me suis demandé si je faisais bien mon travail de directeur. Et tu dois le ressentir effectivement, c'est vraiment une pression très forte. Alors Dieu merci, on a cette équipe qu'on a déjà évoquée, mais c'est quand même quelque chose de vraiment lourd et d'assez angoissant à la longue. Et voilà. C'est pour ça que je vais jusqu'à parler de peur. On a peur de mal faire. Ouais. Alors donc mes 3 regrets, c'est d'une part que peut-être pendant mon mandat le labo n'a pas été assez présent sur le terrain épistémologique. C'est vrai que j'ai peu d'appétence personnelle pour ce domaine et qu'on aurait pu mieux dire quelle était notre façon de faire de l'histoire culturelle au CHCHC. Alors on l'a quand même fait à travers une publication dont je suis très fier, qui est le dossier dans la revue Diogène, paru en 2019, même s'il est marqué 2017, et sur l'histoire culturelle et les studies dont s'est occupé François Robinet. Donc je vous incite, et notamment les étudiants qui sont encore là, si vous ne l'avez pas déjà consulté, à aller voir ce numéro. Mais c'est vrai que donc, sur cette affirmation épistémologique, montrer ce qu'on fait, j'ai pas été à la hauteur. Deuxième point, sur un certain nombre de collaborations qui auraient pu être plus poussées avec nos partenaires, j'en cite 3. Par exemple, les sociologues, hein, nos voisins du printemps, ils sont juste là à côté. J'ai tenté des choses, je dois dire que j'étais un peu déçu quand même par la façon dont ça s'est déroulé, mais je pense qu'il faudrait repartir à l'assaut parce que c'est trop bête de ne pas travailler avec eux. Aussi, le travail avec les sciences exactes, mais c'est vrai que là, pour le coup, peut-être avec la dynamique de l'environnement, notamment avec ce que tu fais, Anne-Claude, ce que Steve aussi fait, il y a un nouveau contexte qui va permettre, et puis bien sûr, il faut profiter de Paris-Saclay, puisque c'est un cadre idéal pour ça, mais donc là aussi, on aurait pu faire mieux. Troisième partenaire dont on n'a pas retiré
tout le profit pendant mon mandat, le LabEx Patrima, la SFP, où effectivement il y avait des possibilités qui n'ont pas, peut-être qui ne continuent pas à donner tout leur potentiel. Donc ça, de ma part, c'est un regret. Et puis, donc ça, c'était donc à l'intérieur de mon deuxième regret. Le dernier regret, ça concerne en fait les post-doctorats, parce que je crois qu'on n'a pas assez favorisé l'accueil de post-doctorants dans le labo, alors qu'on en a eu lié à certains domaines de recherche. Je dis ça parce que ça me permet d'évoquer aussi une chose qu'on n'a pas beaucoup dite aujourd'hui, que la force du labo est vraiment un élément, là pour le coup, dans le travail du directeur qui est absolument exaltant, c'est de travailler avec les doctorants. Et la force du labo, c'est ces doctorants, sa cinquantaine de doctorants qui se renouvellent. Et ça, en plus, c'est vraiment très gratifiant des directeurs de labo et à côté, bien sûr, des directeurs et directrices de thèse, d'accompagner, bien sûr, ses propres doctorants, mais l'ensemble des doctorants et de voir les travaux arriver à soutenance. Donc ça, c'est très bien pour le doctorat, mais l'après-thèse, je pense qu'on peut encore s'améliorer et notamment donc avoir plus de post-doctorants, et c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir plus développé. Donc voilà mes 3 regrets. Merci beaucoup. Il me reste à conclure. Enfin, alors oui, je vais quand même une chose, Jean-Claude. Tu m'excuseras, mais dire je n'ai pas été à la hauteur, ça me laisse pantoise, parce que c'est ta modestie qui parle beaucoup plus qu'autre chose. Et donc, si tu as été parfaitement à la hauteur de ta fonction, il me semble que tout le monde ici peut en témoigner, mais que bon, voilà, c'est ta façon d'être et c'est charmant, si tu permets. Je rougis. Et voilà, c'était le but. Pour ce que tu viens d'évoquer, printemps, on y songe, hein, on est au travail sur cette question. Et les synergies possibles avec les laboratoires de Saclay, évidemment, le cadre nous est offert de manière merveilleuse par la Graduate School notamment et par les OI, les objets interdisciplinaires, qui nous permettent déjà d'ailleurs de rentrer en contact avec des laboratoires qui, sur les questions environnementales, notamment les questions de patrimoine, les questions de médiation et de transmission des savoirs scientifiques, etc., vont nous mobiliser. Et puis oui, bien sûr, les doctorants, le bonheur de... Pas que d'ailleurs, les mastérants aussi. Hein. Je dis ça parce qu'il y en a pas mal, là, donc il faut quand même faire un effort. Mais non, c'est une des joies de ce métier que d'enseigner, mais aussi surtout d'être en dialogue sans cesse avec des générations. À une époque, ça me paniquait. Je disais, moi, je vieillis, puis eux, ils sont toujours jeunes, évidemment, parce que chaque année, il y en a des nouveaux, donc ils restent jeunes, ils ont toujours 20 ans. Et maintenant, je trouve ça formidable, parce que ça empêche quand même un peu de vieillir. Enfin, ça ralentit un peu le processus. Et puis, parce que ça permet de... Ce que j'évoquais ce matin, c'est-à-dire cette jeunesse, ça entretient la souplesse intellectuelle, et ça permet de réfléchir avec eux. Ils nous font réfléchir aussi, de bouger avec eux. Et donc, voilà, ça, c'est formidable. Pour finir, je voudrais, juste dire un mot de quelque chose que j'ai, je crois, évoqué, mais très rapidement ce matin, puisque Sylvie a évoqué tout à l'heure le vivant, les vivants et les possibilités que ce rapport interrogé avec le vivant nous offre de ressourcer nos recherches, puisque l'on a évoqué aussi donc justement cet axe nouveau qui est l'histoire environnementale au sein du laboratoire. Je ne vais pas développer ça parce qu'il en sera question, il en a déjà été question, il en sera question à nouveau. Je voudrais juste évoquer un projet qui est plus qu'un projet, puisqu'il est mis en œuvre, qui est le projet LabEco, un laboratoire en transition, dont l'initiative revient à Marina Imokrant, que j'évoquais ce matin, à Laura Fauché, qui a disparu. Elle s'est cachée. Qui ont répondu à un dispositif d'intéressement adressé aux BIATS, proposé par l'UVSQ il y a 1 an. Je crois qu'elles n'ont toujours pas eu de réponse. D'ailleurs, bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que, en réalité, ce qui importe là, c'est ce qu'elles ont élaboré.
Et on voit qu'elles ont été force de proposition, force motrice en la matière. En quoi ça consiste, ce projet Labeco ? Il s'agit d'élaborer une charte des bonnes pratiques par laquelle le laboratoire entend mettre en œuvre une recherche scientifique dont l'empreinte carbone et écologique sera réduite. C'est la fin de l'abondance, on nous l'a dit. Et c'est en effet une façon de répondre à cet appel du président de la République, mais aussi, plus sérieusement, à l'appel lancé dans le deuxième volet du 6e rapport du GIEC, qui n'a échappé à personne, qui a été publié en février 2022, et qui disait « Nous avons besoin d'une transformation radicale des processus et des comportements à tous les niveaux, individus, communautés, entreprises, institutions et gouvernements. Nous devons redéfinir notre mode de vie et de consommation. » Et d'ailleurs, sur la même ligne, la circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en septembre de cette année fournit des indications tout à fait claires pour décliner un plan de sobriété énergétique au sein donc des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche. Et je ne dis rien, évidemment, des résultats plutôt décevants de la COP27. De fait, donc, la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche ne peut plus, nous le croyons, détourner le regard et doit désormais réfléchir à ces pratiques et à leurs effets environnementaux. Elle se doit d'élaborer donc et de mettre en œuvre une transition rapide, efficace, juste et acceptable. C'est pourquoi l'engagement du CHCSC dans ce domaine se fera en 2 temps. D'une part, c'est encore très balbutiant, parce que c'est très difficile, le calcul de l'empreinte carbone de ces activités. Un certain nombre de laboratoires de sciences exactes ont entrepris de faire leur bilan carbone. Eux, ils savent faire, nous, on sait moins bien. Bon, mais c'est quand même, on peut se faire aider et on le fera. Et du coup, aussi, évidemment, dans une démarche de réduction chiffrée des émissions de gaz à effet de serre produites par nos activités. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de mettre en place des espaces de discussion à l'échelle du laboratoire, à l'échelle de l'université aussi, à la fois du VSQ et de Paris-Saclay, pour, je dirais, participer à la réinvention de nos métiers, rejoignant de cette manière le mouvement engagé par un certain nombre d'organismes de recherche et de collectifs scientifiques dont on voit bien que depuis l'été terrible que nous avons vécu, ces collectifs scientifiques commencent à tirer la... Enfin, ils ne commencent pas, ils continuent, parce qu'ils ont commencé il y a 50 ans, mais ils continuent à tirer la sonnette d'alarme en disant « Bon, il faudrait peut-être qu'on prenne position et qu'on adopte un comportement adéquat. » Donc mon regret, mais pour l'instant il est juste prospectif, serait qu'un laboratoire comme le nôtre ne participe pas activement à ce vaste mouvement de réflexion et d'action collective autour de la transition écologique. Parce qu'il me semble que plus encore qu'une autre, l'histoire culturelle et l'histoire culturelle de l'environnement doit répondre à ces impératifs qui sont ceux du temps présent et qui sont ceux aussi des futurs possibles. Oui, alors on a un temps pour peut-être les questions des uns et des autres, parce que on peut profiter de ce que ces messieurs sont en veine de confidence pour peut-être leur tirer encore davantage. Merci beaucoup pour ces témoignages, y compris ceux de Pascal Horry et de Christian Delporte. C'était vraiment, même en étant de l'intérieur, extrêmement intéressant et toujours un plaisir de vous entendre. Sans flagornerie aucune. J'aurais juste une question, parce que dans ce récit, il y a quand même eu un épisode qui a été aussi assez compliqué et qui a contribué à l'histoire du centre, c'est-à-dire lorsqu'il a été question d'une fusion ou non avec ESR, futur DIPAC, sur la question de cette histoire culturelle, est-ce qu'il faut la faire que à l'échelle, enfin, dans le cadre contemporain, ou on essaye de travailler tous ensemble.
Et je trouve que c'était une question vraiment très, très, très importante. Et j'aimerais bien savoir aujourd'hui ce que vous diriez, s'il y avait de nouveau cette proposition d'ouverture chronologique des laboratoires et à l'échelle institutionnelle, mais aussi du coup des pratiques. Alors moi, je ne sais pas ce que la direction actuelle dirait, mais je sais bien pourquoi je me suis opposé fermement à cette orientation. Comme je vous l'ai expliqué, parce que ça a disparu de la mémoire, au départ, le centre d'histoire culturelle était commun à l'histoire moderne et à l'histoire contemporaine. C'est l'histoire moderne qui a voulu divorcer. C'est légitime, un couple ne s'entend pas, il vaut mieux divorcer plutôt que de frapper l'autre conjoint, sans aucun rapport avec une personne vivante ou récemment disparue. C'est quand même mieux. Donc, l'histoire moderne avait décidé. Mais de toute façon, c'est un secret pour personne que ni Pascal ni moi n'avions souhaité au départ que l'histoire moderne soit avec nous. Pas du tout parce que nous avions une vision restrictive, mais simplement nous voulions travailler dans l'histoire des sociétés contemporaines, c'est-à-dire des dizaines de sociétés. Ça demandait déjà une telle ambition que étendre dans la chronologie nous paraissait contre-performant. Pendant 1 an, nous avons cohabité. Au bout d'1 an, on s'est séparés. Alors, une dizaine d'années plus tard, c'était Christian qui dirigeait le centre. Lorsque la question s'est posée, j'ai effectivement fait partie de ceux qui se sont violemment opposés, qui ont entraîné la majorité, puisqu'il y a eu un vote. Pourquoi ? On aurait pu en effet envisager un laboratoire commun à toutes les périodes de l'histoire. C'était ce que souhaitaient les scientifiques. Parce que si les scientifiques des sciences dures comprennent bien qu'il y a une chimie minérale et une chimie organique, donc quand même là, ils sont un peu coincés avec la chimie. Il y a bien 2 chimies en quelque sorte. Mais ça leur paraissait bizarre qu'il y ait 4 périodes dans l'histoire. Là, ils avaient raison. On pourrait très bien en avoir 8 ou en avoir 12. Et d'ailleurs, selon les pays, les découpages ne sont pas les mêmes. Mais il se trouve qu'on travaille avec des réalités. Et donc, vouloir prétendre partir des sociétés, disons, il y a, mettons, 1000 ans avant Jésus-Christ pour aller jusqu'à aujourd'hui, c'est une ambition démesurée. Il y a un vieux proverbe qui dit « qui trop embrasse, mal étreint ». Et donc, nous avons préféré essayer de bien étreindre et donc de nous cantonner à une période. J'ai ajouté un élément qui est un élément important de réponse. À l'époque, le ministère était dirigé sans doute par des gens relativement sages. Et ils avaient compris que l'important n'était pas de faire travailler dans le même espace des chercheurs qui ont en commun des projets communs. Et donc, je l'ai expliqué, on pouvait appartenir à n'importe quelle université, mais on choisissait son laboratoire de recherche. Et donc, les crédits qui étaient affectés par le ministère tenaient compte du nombre de chercheurs, indépendamment de leur positionnement géographique. Ça permettait une très grande souplesse et une efficacité au niveau de la recherche incomparablement plus grande à la situation dont on a hérité quand les universités sont devenues autonomes. Et donc, le système a changé complètement. Alors, quand j'ai expliqué pour le passé, évidemment, je ne suis comptable que du passé, des 15 premières années. Pour le présent, c'est Anne-Claude. Je peux intervenir à mon tour, parce qu'effectivement, c'était Christian qui... Christian était favorable à cette réunion parce qu'il avait en tête le fait d'être transformé en UMR. D'ailleurs, on a vu qu'il a redit qu'il avait toujours cette même idée en tête. Moi, comme directeur adjoint, j'avais été dans son sens. Et puis, il y a eu donc cet AG avec des débats quand même assez animés. Et donc, du coup, l'AG a voté et on a refusé cette fusion. Avec le recul, je comprends que c'était une bonne décision. Donc, en fait, qu'on avait défendu quelque chose qui, pour un objectif intéressant, n'était peut-être pas une bonne solution, parce que je pense que ça a permis de comprendre au laboratoire comment, quand même, le fait contemporain était un élément de notre identité et nous définissait. Et de ce point de vue-là, ça a été très salutaire parce que ça nous a aidé à mieux comprendre ce que nous étions. Et d'ailleurs, j'ajoute que ça me fait penser à une chose, c'est que régulièrement, on
j'ai toujours entendu dire il faut changer le nom, CHCSC, c'est imprononçable, etc. Alors, ce qui m'agace complètement, parce que c'est vraiment facile à dire, et donc c'est du snobisme de ne pas prononcer ça. CHCSC, franchement, voilà. Mais alors là, votre nom, c'est imprononçable, tu apprends à parler et puis tu le prononces. Bref, donc, et en fait, pourquoi on a gardé ça, c'est que quand on reprend, et on l'a aussi un petit peu analysé tout au long de cette journée, quand on reprend tous les mots, tout est là. Déjà, en plus, cette notion de centre, c'est formidable. Je trouve que ce terme est très bien, d'avoir ce mot de centre, c'est très fort. Le CHC, c'est le centre, et avec tout ce que ça implique. Et effectivement, centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, tout est dit. Et effectivement, le contemporain, société contemporaine est très important. Et donc, ce moment qui a été un moment quand même douloureux d'affrontement, parce que j'ai encore en mémoire des échanges pas du tout aimables entre nous, finalement, ça nous a aidé à mieux savoir qui on était. Et j'aurais tendance à penser qu'on doit rester... avec toutes les évolutions qu'on a fait, mais le fait contemporain, c'est ce qui nous rassemble tous, et je ne sais pas pour une fusion. Juste un mot, c'est que, mais vous le savez tous, quand nous parlons de contemporain, nous ne parlons pas du contemporain de la presse et des médias. Nous parlons de la période qui démarre à la Révolution française et qui va jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un contemporain extrêmement large dans le temps. Et évidemment, quand on travaille sur d'autres sociétés pour qui 1789 ne veut rien dire, le contemporain démarre éventuellement avant cette date ou après cette date, selon les pays et selon les histoires propres. Mais donc, il y a déjà un tel espace. Enfin, nos collègues antiquisants, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et modernistes, travaillent, vous le savez bien, sur Mari, sur Sumer. Enfin, ce sont des réalités qui n'ont pas de rapport immédiat avec nous, sauf à dire que la guerre en Irak actuelle a un rapport puisque des tablettes d'argile ressortent périodiquement ou que les objets d'antiquité sont volés dans les musées. Mais c'est pousser le paradoxe un petit peu loin. Mais en plus, je pense qu'on travaille beaucoup, c'est toujours le cas et c'était le cas sous ma direction avec DIPAC, et on travaille très bien, mais on travaille d'autant mieux qu'effectivement on a chacun notre positionnement et qu'on se rejoint effectivement pour des projets communs. Donc ça, c'est pas du tout une façon de repousser les autres périodes, mais finalement c'était la bonne configuration, je pense. Je vous rassure, je suis d'accord avec vous. Donc ça ne changera pas. Je pense qu'effectivement, le contemporain est constitutif de notre identité et qu'il est en plus la condition de la pluridisciplinarité, du dynamisme de la pluridisciplinarité dans ce centre. Jean-Yves, tu as mentionné pour l'histoire culturelle Chartier et Corbin, et pourtant je te sais attaché à Agulon. Et Christian Delporte était très attaché aussi à Agulon, du point de vue de... Voilà. Et Pascal Horry aussi. Donc, si tu veux, je pense qu'il faudrait remettre ce nom en selle. Voilà. Tu as tout à fait raison, et puis je reconnais bien la disciple que tu es comme moi de Maurice Agulon. Il a été notre directeur de thèse. Maurice Agulon, le grand historien du XIXe siècle. Mais Maurice Agulon, tu le sais bien, au départ est un historien du politique et du social, qui, dans la deuxième partie de sa carrière universitaire, va s'intéresser bien davantage au symbolique et faire cette extraordinaire histoire de Marianne en 3 volumes, de Marianne au combat à Marianne établie. Et donc, il va travailler de plus en plus sur la symbolique, et en ce sens, il entre de plein pied dans l'histoire culturelle. Mais au départ, ça n'était pas un historien du culturel, c'est plutôt quelqu'un qui l'est devenu. Oui, bien sûr. Alors on aurait pu citer... Alors Daniel Roche a été cité, bien sûr, Daniel Roche, et puis on pourrait en invoquer d'autres. Moi, j'avais surtout évoqué Roger Chartier et Alain Corbin pour les articles théoriques qu'ils ont publiés. Et pour inviter les jeunes étudiants à retourner à ces sources, ce sont vraiment des articles qu'il faut lire et relire, parce qu'on voit bien comment des historiens, sur la base d'une expérience personnelle, proposent en quelque sorte une vision épistémologique de leur discipline. Je crois que si Maurice Agulon n'était pas un théoricien, c'est pas comme ça qu'on peut le présenter, mais en effet, il fait quand même partie des inventeurs de l'histoire culturelle. C'est indéniable. D'ailleurs,
il y a des gens ici qui travaillent largement en se référant à des lectures de Maurice Agulon, parce que c'est toujours valable, c'est toujours d'actualité. Oui, Jean-Claude, tu as dit qu'il y avait peut-être pas assez de postdoctorants, mais moi j'ai un cas d'une jeune fille qui a fait sa thèse avec moi, qui veut revenir de Chine absolument pour faire un postdoctorat, et je n'ai toujours pas compris ce qu'on pouvait lui offrir. Est-ce qu'il y a un diplôme de postdoctorat? Et s'il n'y en a pas, est-ce qu'on pourrait inventer une petite cérémonie qui peut-être même avec un jury qui dise, voilà, quelqu'un a passé 2 ans en post-doctorat et nous l'avons auditionné. Simplement parce que ces gens viennent avec des bourses de l'international et on va leur demander des comptes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 2 ans. C'est la question que je vois. Là, il y a une sorte de flou dans le... Effectivement, les post-doctorats aussi d'étudiants étrangers qui viennent avec un financement, c'est encore un autre cas particulier et le flou que tu évoques est lié à mon regret, dans le sens où je pense que les choses devraient être beaucoup mieux structurées et qu'il y a encore des progrès à faire de ce côté-là. Alors, je vous remercie pour ce récit également, parce qu'évidemment, j'ai vécu tout ça, mais j'étais de l'autre côté du bureau, si je puis dire. Donc ça m'a rappelé quelques souvenirs de jeunesse. Alors moi, j'avais une question à vous soumettre. Aujourd'hui, alors c'est le hasard des calendriers, mais l'ENS, les étudiants de l'ENS ont lancé un séminaire intitulé Beyoncé, nuances d'une icône culturelle. Et j'attire votre attention sur le descriptif, les enjeux épistémologiques. Donc voilà comment il présente les choses. Ce séminaire a pour ambition de réfléchir aux notions de culture et de représentativité. Il part de la figure d'une icône pop mondiale pour aborder quelques-unes des thématiques essentielles du monde contemporain que la recherche universitaire francophone commence à saisir au-delà de l'ère anglo-saxonne. Inspiré d'un postulat central des Cultural Studies, qui entend remettre en cause la scission entre une culture dite légitime et savante et une culture populaire stigmatisée, il se propose d'appréhender, dans un ancrage pluridisciplinaire, les problématiques que soulève l'orientation artistique de la chanteuse, etc., etc. Et un petit peu plus tard, le texte dit « Conscient de son caractère hardi et novateur, le séminaire se propose comme une ouverture humble et non exhaustive à des questions centrales du monde actuel, aussi riches que complexes. » Bon. Donc les étudiants de l'ENS viennent d'inventer l'eau chaude, c'est bien, ou l'eau tiède, je ne sais pas, c'est très bien. C'est l'exil lyonnais. Hein. Oui, c'est l'exil lyonnais. Je crois que c'est Ulm. Hein. C'est Ulm. Oui. Alors si c'est Ulm, là il faut la fermer. Hein. Il faut refaire le coup. Il faut refaire le coup de la Restauration. Hein. 1822, on a fermé l'ENS parce que c'était une sentine d'irréligion. Mais là, alors qu'est-ce qu'il faut dire? C'est une sentine de stupidité. Je rappelle, et Jean-Claude s'en souvient bien, Pascal Horry, dès le départ, disait « Dans notre laboratoire, nous allons de Goya à Chantal Goya. » Donc, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Nous allions en effet de Goya à Chantal Goya. Il n'y a pas d'objet sacré a priori sur lequel nous n'avons pas à travailler. Enfin, il suffit de regarder la collection des mémoires de maîtrise, de DEA, de master 1 et 2. On a fait soutenir des mémoires sur le jazz, la musique punk, enfin, des tas de domaines qui font que Beyoncé a évidemment toute sa place. Mais enfin, je ne peux pas... Là, Caroline, il faut que l'association des anciens élèves proteste. Mais ces gens-là ne connaissent pas leur histoire. Il y a 2 ans ou 3 ans, à l'ENS, il y avait des séminaires consacrés à un rappeur qui s'appelle Douz Kawa, qui est un rappeur confidentiel. Donc... Ah, d'accord. Alors... Non, d'ailleurs, c'était il y a même 5 ou 6 ans, en réalité. Donc... Ah oui. Oui, c'est bien d'ailleurs.
Non, oui, tant mieux. Donc, si je peux aller au bout de ma question. Enfin, dans le coup, vous avez un peu répondu déjà, mais parce que justement, voilà, donc France Culture ce matin a fait c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, a fait un reportage dessus en parlant de révolution historiographique, enfin voilà. Donc on l'a fait depuis 30 ans, mais c'est pas très grave. Et donc voilà, donc dans le coup, c'était, enfin tu as employé l'expression Caroline. Dans ce coup, voilà, est-ce qu'il n'est pas là le plafond de verre finalement, et est-ce que c'est pas une forme, alors je vais être dur avec nous-mêmes, mais d'échec collectif qui fait que finalement l'histoire culturelle reste malgré tout un territoire que certains voient de loin sans oser l'approcher, sans oser y toucher, avec des réticences, une forme peut-être d'hostilité parfois. On voit aux critiques évoquées tout à l'heure sur le caractère envahissant, etc. Donc voilà, comment essayer parce que si même des étudiants donc d'un certain niveau quand même, qui sont ceux de l'ENS, finalement n'arrivent pas à se projeter dans ce qui existe déjà, ne connaissent pas leur historiographie, c'est peut-être leur échec et pas le nôtre, hein, mais ce qui est le plus étonnant, c'est que l'un de ceux que j'ai évoqués, à ma connaissance, est professeur à l'ENS Ulm. Antoine Debec est professeur. Avec cette difficulté que si on veut être vu, il faut se rendre visible, donc ça prend du temps, ça nous occupe, et pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose que de la communication. C'est tout le problème auquel on est confronté quotidiennement. Hein. Moi, je crois quand même qu'en fait, en termes de visibilité, c'est sûr qu'il y a des progrès encore, ça a été dit dans les rapports, mais on est quand même très visible. Quand on l'est, on a les marques de reconnaissance type IUF, ANR, etc. qui vont. Donc là, à mon avis, ça dit quand même beaucoup sur ces trois personnes, beaucoup plus que sur nous. Et voilà, et éventuellement sur les gens qui invitent des gens à France Culture. Mais je veux dire, on avait sur notre site une rubrique qu'on a toujours, je pense, le CHCC dans les médias. Et effectivement, de ce point de vue-là, on est quand même bien présent aussi. Donc... je pense que ça dit vraiment des choses sur eux et pas des choses très, très, très flatteuses. Bon, alors il faudrait peut-être suggérer qu'il y ait un séminaire à la rentrée prochaine à la rue d'Ulm. Autant le confier à Pascal Horry, et ça pourrait débuter de la manière suivante. Louis Althusser, quand il faisait son séminaire, commençait de la manière suivante. Nous avons tous lu Le Capital. Aujourd'hui, nous avons tous lu les classiques de l'histoire culturelle. Merci.